Les pays pauvres en général et d'Afrique en particulier sont très touchés par les conséquences néfastes des changements climatiques, provoquant ainsi les inondations, sécheresses et migrations climatiques, alors que l'Afrique n'est responsable que d'environ 4% des émissions totales de CO2, entendu par là gaz carbonique au monde. Face à cette situation, les chefs d'État africains ont décidé de sortir du silence en organisant à Nairobi au Kenya depuis lundi dernier le sommet Afrique sur le climat. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Invité de cette émission, M. Huguin Kaya Mikala, président de l'ONG Éveil d'Afrique et expert environnemental. Avec lui, nous allons parler justement, vous l'avez compris, du sommet de Nairobi et de plusieurs d'autres questions d'actualité liées à l'environnement et au développement durable. Tout de suite, ouvrons notre magazine. De retour sur ce plateau, vous suivez le magazine Afrique Environnement Plus. Invité de notre émission, M. Huguin Kaya Mikala, je l'ai dit, président de l'ONG Éveil d'Afrique et expert environnemental. Aujourd'hui donc, nous allons parler du sommet de Nairobi, du sommet des 3 bassins forestiers qui sera organisé ici à Brazzaville. Nous allons parler aussi du journal de l'ONG Éveil d'Afrique et nous allons chuter sur le siège du Forum international des peuples autochtones d'Afrique centrale, FIPAC en sigle, qui est dans un état de délabrement total. Encore bienvenue à cette émission. Monsieur l'expert, bonjour. Bonjour Madame Karine. Et bienvenue à notre plateau. Merci encore. Faire du continent africain une véritable puissance émergente en matière d'énergie renouvelable et de mobiliser l'aide financière internationale pour relever son potentiel. Tels sont autres les objectifs de la conférence de Nairobi sur le climat. Les décideurs africains ont choisi désormais de parler d'une seule voix lors de la 28e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, COP28 en sigle, qui aura lieu en novembre prochain aux Émirats arabes unis. La conférence de Nairobi a mobilisé près de 40 chefs d'État et 30 000 personnes accréditées. Cela pour vous dire que l'enjeu est de taille et l'urgence climatique s'impose. Parmi les 40 chefs d'État qui ont fait le déplacement de Nairobi figure en bonne place l'écolo-visionnaire congolais Denis Sassou Nguesso, chef de l'État de la République du Congo. Au coup d'envoi du premier sommet africain pour le climat qui s'est ouvert lundi au Kenya, les décideurs africains ont souligné le potentiel du continent en matière d'énergie renouvelable et ont appelé à une participation financière internationale pour relever ce défi. Lors de cet événement, le président William Ruto a souhaité que cette rencontre permette au continent de trouver un langage commun sur le climat. Le continent dispose d'un potentiel suffisant pour être entièrement autosuffisant grâce à un mélange d'énergie éolienne, solaire, géothermique, de biomasse durable et d'hydroélectricité. En Afrique, nous pouvons être un centre industriel vert qui aide d'autres régions à atteindre leur stratégie zéro carbone d'ici 2050. L'Afrique où vit plus d'1 milliard d'habitants abrite des populations parmi les plus vulnérables au changement climatique. Pour les organisateurs, un succès à Nairobi donnera un élan à plusieurs réunions internationales clés avant la COP28. Et si nous passons à l'étape suivante et nous nous engageons dans les activités à valeur ajoutée, telles que le raffinage de ces minéraux en métaux de qualité industrielle, cette valeur pourrait quadrupler pour atteindre 50 milliards de dollars. Et si nous considérons la chaîne de valeur de bout en bout pour les véhicules électriques, y compris la batterie et tous les autres composants, la valeur du marché monte en flèche.
Et cette conférence de 3 jours vise également à démontrer que l'Afrique n'est pas juste une victime, mais un continent dynamique avec des solutions pour le monde. Alors qu'elle participait au premier sommet africain sur le climat mardi à Nairobi, la présidente de la Commission européenne a réitéré l'engagement de l'Union européenne à aider l'Afrique face au changement climatique. Ursula von der Leyen a notamment appelé à plus d'investissements sur le continent. L'action climatique peut être l'un des principaux moteurs de la croissance africaine. Mais pour cela, l'Afrique a besoin d'investissements massifs. Et l'Europe veut être votre partenaire, veut être un partenaire pour combler ce déficit d'investissement. La présidente de la Commission européenne plaide aussi pour la création des chaînes de valeur dans le cadre des opportunités gagnant-gagnant. Nous ne sommes pas seulement intéressés par l'extraction des ressources. Nous voulons nous associer à vous pour créer des chaînes de valeur locales, pour créer de bons emplois ici en Afrique. Nous voulons partager avec vous la technologie européenne. Nous voulons investir dans les compétences des travailleurs locaux. C'est essentiel pour les jeunes, car plus vous serez fort en tant que fournisseur, plus l'Europe diversifiera ses chaînes d'approvisionnement vers l'Afrique et plus nous réduirons les risques pour nos économies respectives. C'est clairement gagnant-gagnant. Le premier sommet africain sur le climat a débuté lundi au Kenya. L'Afrique paie le prix fort du changement climatique dont elle n'est en réalité pas responsable. C'est dans la soirée de ce lundi 4 septembre 2023 que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, est arrivé à l'aéroport international Jomo Kenyatta de Nairobi. À sa descente d'avion, le chef de l'État est accueilli par le ministre kenyan des Affaires étrangères, Alfred Mutua, et l'ambassadeur du Congo en poste à Nairobi, Jean-Pierre Osei. Denis Sassou Nguesso vient prendre part ici au premier sommet africain pour le climat dont le segment présidentiel s'ouvre ce mardi 5 septembre 2023 au Centre international de conférence Kenyatta de Nairobi. C'est avec honneur et plaisir que nous visitons de nouveau la ville de Nairobi. C'est en ce terme que Denis Sassou Nguesso a signé dans le livret d'or. Notant qu'au cours de son séjour dans la capitale kenyane, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, aura des entretiens en tête-à-tête avec son homologue kenyan, William Ruto. Voilà, vous venez de suivre l'arrivée du chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso, l'homme qui a fait du combat écologique son credo. Et vous avez aussi suivi la cérémonie d'ouverture du sommet africain sur le climat. Je l'ai dit, invité de notre émission, c'est M. Huguin Kaya Mikala, président de l'ONG Éveil d'Afrique et expert environnemental. M. Huguin, nous venons de suivre l'arrivée du chef de l'État qui n'a pas voulu manquer ce grand rendez-vous climatique. Alors, quelque chose à dire? Merci Madame Karine, vous avez su le dire. Le président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso, séjourne actuellement à Nairobi, au Kenya, dans le cadre du sommet des chefs d'État sur le climat. Bien entendu, la présence du président de la République n'est pas anodine, dans la mesure où le président de la République a toujours été cet écolo-visionnaire, tel que vous venez de le dire. Et donc, la présence du président peut être aussi une valeur ajoutée. Valeur ajoutée, pourquoi? Parce que l'expérience de Denis Sassou Nguesso, chef de l'État du Congo, en matière de préservation de l'environnement, n'est plus ici à démontrer. Aujourd'hui, le panthéon historique nous rappelle que c'est depuis 1984 ou bien même avant, le président de la République s'est lancé dans des véritables programmes et politiques de préservation du bassin du Congo, de préservation de l'environnement, faisant de lui très souvent le porte-voix des pays africains sur les questions portant sur la préservation des écosystèmes en Afrique. Et donc, nous osons croire en tant que société civile, si nous nous fixons sur le prisme d'analyse en tant qu'acteurs citoyens lambda et citoyens africains lambda, nous pensons que ce sommet est ici des préludes ou des préliminaires où les chefs d'État africains vont se réunir pour discuter ensemble, mais pour trouver, je pense, une note de position commune qui permettrait d'avoir un plaidoyer commun afin de mieux se positionner lors de la prochaine COP28 qui va donc se tenir aux Émirats arabes unis.
Mais c'est aussi donc l'occasion, permettez-moi de rajouter, d'être un peu plus tangent sur les questions d'agriculture climato-intelligente, de transition énergétique et, comme vous avez su le dire, d'énergie renouvelable, parce que l'Afrique a bel et bien besoin d'un développement économique et qui intégrerait une démarche durable, donc un développement dans la durabilité, et ceci ne saurait se réaliser sans les mobilisations éventuellement des financements temps additionnels. Quelle projection faites-vous déjà de la position commune des chefs d'État? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont décider en tant qu'experts, en tant que président d'une ONG, donc acteur de la société civile? Quelle projection faites-vous déjà de la position commune des chefs d'État? Je pense que parler d'une seule voix, c'est de revisiter d'abord les conclusions de l'accord de Paris. C'est un sommet de l'action où éventuellement les très bonnes questions vont se poser, notamment sur les recommandations de l'accord de Paris sur le climat. Il faut noter que près de 80% des pays africains sont des pays en voie de développement. Et tout à l'heure, en jeunesse de vos propos, vous avez dit que le continent africain, c'est le continent qui pollue le moins en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Nous oscillons autour de 4%, voire 3,70%. Et ceci ne représente pratiquement rien. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, l'Afrique a besoin d'un développement économique qui serait très accompagné dans une durabilité. Mais l'Afrique aujourd'hui est ce continent qui est vulnérable tout simplement, vu son économie, sa résilience qui est très faible. Et donc j'ose croire qu'il serait l'endroit indiqué pour les chefs d'État, les décideurs, les chefs de gouvernement et les experts qui sont présents, éventuellement de plancher sur les recommandations de l'accord de Paris sur le climat. Notamment, je pense ici à la réduction des émissions de gaz à effet de serre de la part des pays du Nord pour être en dessous de 2 degrés, voire se stabiliser à 1,5 degré Celsius. Mais surtout, la mobilisation et le déblocage de cette enveloppe de 100 milliards de dollars pour accompagner les pays du Sud vers un développement qui serait plus écologique. Donc, c'est comme si nous tournons autour de rond, c'est comme si c'est devenu un bon business pour les organisateurs des grands rendez-vous climatiques. je pense que le sommet de Nairobi est un sommet africain déjà. Il faut comprendre que tout à l'heure, j'ai dit que c'est l'Afrique qui paie le lot tribut, dans la mesure où elle pollue moins, mais elle est vulnérable. Et je pense que la rencontre entre chefs d'État africains, c'est de se dire comment l'Afrique ne serait plus, comme le disait le président Macron lors du sommet sur le nouveau pacte financier mondial, l'Afrique ne devrait plus être la victime, mais l'Afrique devait être la solution. Parce qu'aujourd'hui, nous avons le bassin du Congo. Mais l'Afrique est déjà la solution. Voilà. Est-ce que ce n'était pas un jeu de mots? Non, plutôt je crois que c'était une promesse. Et il faut tenir le président Macron au mot, tout simplement, en se disant que nous disposons de l'antidote, qui sont éventuellement nos tourbières et de forêts, qui jouent un rôle très important en termes de séquestration de carbone pour les forêts et de stockage de carbone pour les tourbières, ce qui équivaut à la frontière des deux Congos, équivaut pratiquement à 30 milliards d'émissions de gaz à effet de serre. Vous vous rendez compte, 30 milliards de tonnes que nous stockons par année. C'est énorme. Joue éventuellement un rôle très important dans le cadre des services environnementaux que l'Afrique au monde. Mais pourquoi l'Afrique est vulnérable alors? C'est paradoxal quand même. Oui, c'est très paradoxal. Vous vous rendez compte, 30 milliards de tonnes que nous stockons par année, ce qui veut dire que l'Afrique joue éventuellement un rôle très important dans le cadre des services environnementaux que l'Afrique rend au monde. Mais pourquoi l'Afrique est vulnérable alors? Tout simplement parce c'est que paradoxal quand même. Oui, c'est très paradoxal. Et au niveau du partisan, ce sommet, du fait qu'il soit africain, de trouver le modèle africain de développement économique, et de trouver des solutions africaines. Et à la fin de ce sommet, comme tout grand sommet international, il y aura éventuellement une déclaration politique de chefs d'État. Et je pense que cette déclaration commune serait donc la position commune des pays africains afin de se présenter déjà à la COP28. Je pense qu'aujourd'hui, plus nous avançons en année, plus nous remarquons que la situation de la crise climatique s'accentue. Et la plupart des personnes qui hier étaient des climato-sceptiques comprennent qu'aujourd'hui, il y a un véritable enjeu dans le domaine de la préservation de l'environnement. Et peut-être que le président du Sassou Nguesso et tous les autres présidents qui hier sonnaient déjà et qui cette sonnette d'alarme étaient peut-être pas traduits par le États-Unis. Aujourd'hui, on comprend que ce combat il est noble et le changement climatique est transféré de plus niveau.
Donc, nous devons croire que déjà avec le retour donc, des États-Unis dans l'affaire de Paris sur le climat, avec les nouveaux défis aujourd'hui et le retour aussi du président Lula au niveau du Brésil, qui est un écolo visionnaire, nous pensons que la donne peut changer. Et ce dont nous voulons, c'est éventuellement avoir des gouvernements qui auront à la tête des présidents totalement engagés sur la question climatique. Le Congo a cette chance-là, non seulement que le patrimoine écosystémique que nous avons nous permet aujourd'hui, je dirais même, de terminer sur le laurier, parce que vous avez 342 000 km de superficie territoriale, recouvert à 69% de forêt, vous êtes quelque part un pays, je dis un pays solution. Mais derrière cela, le gouvernement congolais ne s'arrête pas là. Nous avons mis en place un code forestier très intéressant et très contraignant, ce qui fait que notre taux de déforestation aussi en dessous pratiquement, donc autour de 0,06%, en dessous de 1%. C'est un modèle de développement économique. Et à côté de cela, il faille que les négociateurs, ceux qui jouent le rôle de négociateurs de transférer. Les négociations à quel sommet? Les négociateurs qui ont commencé déjà. Les négociateurs. Je pensais que. Au sommet des trois bassins appropriés, qu'on ait éventuellement, je dirais, cette mutualisation du plaidoyer pour que nous trouvions les solutions les plus efficaces. Mais les solutions sont connues, Déjà, il faut mettre les mots sur les mots. J'explique. Il faut mettre les mots MOTS sur les mots MAUX. C'est-à-dire définir les responsables. Ils sont connus, les responsables. Et les responsables sont les pays pollueurs. Les responsables sont connus. Les victimes sont connues. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons pousser le plaidoyer, pousser plus loin, pour que tout simplement nous arrivons à j'aime bien cette phrase-là du pollueur-payeur, que la communauté internationale, les pays du Nord, les pays développés, prennent leurs responsabilités en face de la sauvegarde de la planète. Et c'est ce que le président de la République a toujours fait, éventuellement, de Rio, en passant par Marrakech, en passant par Glasgow, Paris et autres. Le président de la République a toujours su avoir les mots pour interpeller la communauté internationale. Je me souviens encore, c'était à Marrakech, et non, à Sharm el-Sheikh, il était là, et lorsque le président, lors de son discours, il disait, l'Afrique a fait sa part. L'Afrique a apporté sa contribution et continue à apporter sa contribution. Et l'Afrique, aujourd'hui, a le regard vers le monde. C'est au monde aujourd'hui, quand on parle du monde ici, qu'on voit ces pays pollueurs qui doivent aujourd'hui faire le pas. Et nous sommes sortis de la COP 27 avec un sentiment d'inachevé. Je dis toujours ce verre à moitié plein, à moitié vide. Mais ça a toujours été comme ça. Oui, et on commence. Ça a toujours été comme ça dans toutes les conférences, des Nations Unies sur le climat. On a eu un peu un brin d'espoir en 2015 avec la COP 21. On a eu un brin d'espoir en 2016 avec la COP 22. À Marrakech. Ensuite, nous étions à Bonn. Oui, on commençait un peu. C'était un grand échec quand même, Bonn. Katowice, Glasgow. Tout ça là. Peut-être Sharm el-Sheikh parce que il y a eu quand même des avancées dans les. Voilà. Pour rester dans le champ lexical des avancées, Sharm el-Sheikh a été l'impression qu'ils ont fait un pas en avant, mais deux pas en arrière. Tout simplement pourquoi il a été initié enfant que les pertes de dommages. C'est très bien. Mais les pays industriels n'ont pas voulu se délecter totalement des industries à forte contrainte carbone, donc le charbon et le pétrole. Donc c'est pour dire, on fait un pas en avant, on fait deux pas en arrière, et qui paie le dossier. Ce sont les pays pauvres. Ce sont les pays pauvres, les pays qui n'ont pas une grande technologie. Donc, ce sommet peut apporter des solutions, notamment en se posant de bonnes questions, et aussi de marteler largement vers les bailleurs pour la mobilisation des fonds pour accompagner notre développement économique. Le Kenya accueille cette semaine le tout premier sommet africain pour le climat. Ce lundi marque le premier jour de cette rencontre historique visant à présenter l'Afrique comme une puissance émergente en matière d'énergie verte. Pendant 3 jours, les décideurs africains et d'ailleurs, dont le chef de l'ONU, Antonio Guterres, vont être accueillis dans la capitale kenyane par le président William Ruto. Selon les autorités, 30 000 personnes se sont accréditées pour cet événement. Un succès à Nairobi autour d'une vision partagée sur le développement vert du continent pourrait donner un élan à plusieurs réunions internationales avant la COP28 à Dubaï en novembre.
Au cœur de chaque question à l'ordre du jour se trouve également le manque de collecte de données permettant de prendre des décisions cruciales pour la lutte contre le changement climatique. Selon l'Organisation météorologique mondiale, l'Afrique ne dispose que de 37 radars pour suivre les conditions météorologiques. À titre de comparaison, l'Europe dispose de 345 radars au total. Monsieur Higuin, pour refermer ce chapitre sommet de Nairobi, près de 40 chefs d'État ont fait le déplacement de Nairobi, c'est pas rien. Et 30 000 personnes ont été accréditées. Ce chiffre vous dit quoi? Ça démontre tout simplement l'engagement, la détermination des peuples africains à être au centre des questions qui nous éventuellement notre quotidien, donc les questions de changement climatique. Parce qu'il faut noter qu'aujourd'hui, je prends le cas d'Afrique de l'Ouest, avec la vitesse du Sahel, nous observons en Afrique de l'Ouest les sécheresses, les dégradations des sols qui causent malheureusement des migrations climatiques. Il y a aujourd'hui des réfugiés climatiques. Donc, ça veut dire combien la question est au centre, combien il y a urgence. Et vous l'avez dit au début, il y a urgence climatique. Et je pense que c'est déjà des signaux verts, des signaux positifs pour démontrer combien l'Afrique est en train d'avancer éventuellement sur cette Parce question. qu'entre-temps, il n'y avait pas la volonté politique, mais on commence à sentir la volonté politique de nos dirigeants. Parce que il n'y a pas que l'Afrique, hein. Moi, je sors de Paris. En ce moment, il fait froid, énormément froid. Donc, les gens ont repris les couettes, chose qui n'était pas possible en septembre. Les inondations, on en a vu en Europe, aux États-Unis. C'était pire qu'ici en Afrique. Donc, c'est pour vous dire que tout le monde doit avoir la prise de conscience peut-être. Parce que voilà la différence avec, j'appelle ça l'antagonisme africain. C'est que tout à l'heure, on disait que les responsables sont connus. Les victimes, c'est tout le monde. Mais l'Afrique est le continent le plus vulnérable. Pourquoi? Parce que tout dépend de la résilience. C'est-à-dire que la même catastrophe naturelle qui se passe en Afrique n'aura pas les mêmes capacités de réparation que si elle se passait éventuellement en Europe. Ça nécessite éventuellement un confort économique, un pouvoir financier très intéressant. Le transfert. Plus de 80% des pays africains, c'est des pays en voie de développement, qui ont donc des économies, je dirais, en phase ou en process de maturation. Donc, il faut voir que c'est les difficultés encore, parce que en même temps, nous luttons contre les affres du changement climatique. En même temps, nous devons lutter contre la pauvreté, la sécheresse, le développement, l'agriculture qui, malheureusement, avec les sols qui se dégradent. Donc, il faut développer, il faut dépenser beaucoup d'énergie, mais il faut avoir les fonds et les financements qui vont à la solution. Donc, voilà pourquoi nous pensons que ce sommet sera un sommet révélateur et nous aurons assez d'arguments et surtout une position forte pour la COP28. On va changer maintenant de chapitre pour parler cette fois-ci d'un autre sommet qui sera organisé ici à Brazzaville. C'est le sommet des 3 bassins forestiers tropicaux du monde. Brazzaville va abriter ce sommet en octobre prochain. Prélude à ce sommet, la ministre Arlette Soudan-Nono, en charge de l'environnement, avait organisé une réunion avec les bailleurs de fonds accrédités ici en République du Congo. Cela peut-être pour mobiliser aussi des fonds afin que ce sommet soit une réussite. Quelques jours après le sommet de Nairobi sur le climat, est-ce que le sommet des 3 bassins ne sera pas noyé? Tout d'abord, permettez-moi, si bien sûr vous me permettez de féliciter ou encore de saluer plutôt le dynamisme et la diplomatie verte que Madame la ministre de l'Environnement et du Développement durable du bassin du Congo, Madame Arlette Soudan-Nono, qui ne cesse de ménager les efforts éventuellement pour la réussite de ce grand sommet, sous bien sûr le leadership du président de la République. Il faut noter que les 2 sommets sont en train de des enjeux différents, parce que le sommet de Nairobi est un sommet de décision de plaidoyer des pays africains. Et Brazzaville va abriter le sommet des 3 bassins. Mais le but, c'est quoi? C'est toujours le climat. Très bien, mais l'échelle devient plus grande et le promontoire d'expression devient encore plus grand dans la mesure où ce sont les 3 bassins forestiers qui se rencontrent à Brazzaville, notamment le Bornéo Mekong avec les pays du Pérou, du Myanmar, du Cambodge, du Vietnam, du Laos, et l'Amazonie avec le Brésil, le Pérou,
le Brésil, le Pérou, la Colombie, le Suriname et autres, et la République, et le bassin du Congo, donc avec la République du Congo, la RDC, le Gabon, le Cameroun. Et c'est le monde entier qui aura éventuellement les yeux rivés sur ce grand sommet. Tout simplement, c'est pour voir comment on pourra déjà trouver une stratégie de mobilisation des fonds pour préserver ces écosystèmes, non seulement les forêts, mais aussi les tourbières. Tout à l'heure, je disais que les tourbières du bassin du Congo sécrètent près de 30 milliards de tonnes de carbone, ce qui équivaut pratiquement à 5 années d'émissions mondiales. Vous vous rendez compte? Et si nous ne préservons pas ces écosystèmes forestiers, notamment ces tourbières, et que nous avons une gestion, je dirais, irréfléchie, nous pourrons nous retrouver avec la situation de l'Indonésie en 2011. C'est-à-dire que ce carbone stocké peut repartir, et imaginez-vous ce que ça ferait, c'est ce que le docteur Michel Innocent-Péa traite dans son ouvrage sur la bombe N. C'est-à-dire que si nous ne préservons pas ces écosystèmes-là, vous voyez-vous le rétropédalage qu'il y aurait sur le plan environnemental. Le sommet de Brazzaville est donc un sommet de décision, d'harmonisation du plaidoyer, mais aussi c'est l'occasion éventuellement de revenir sur tous les programmes et projets qui ont été initiés mais qui n'ont pas atteint leur niveau de maturité. Les questions d'adaptation, les questions d'atténuation, les questions de mobilisation des fonds, les questions de transition énergétique, les questions d'énergie renouvelable, parce qu'il faut éventuellement passer vers les énergies plus propres, les questions d'agriculture, donc d'agroforesterie, donc toutes les questions. Ça sera déjà la deuxième édition. Oui, la deuxième édition. Et aujourd'hui, les enjeux sont plus grands quand même. Les enjeux sont plus grands parce que il faut comprendre que la deuxième édition aujourd'hui, elle vient après la COP 15, la COP 21 de 2015 de France. Donc c'est pour dire qu'il y a autant d'arguments. Le bilan a été fait, les leçons ont été tirées pour tenir maintenant la deuxième édition. J'espère, parce que je parle ici en tant que société civile, je ne pourrais pas me substituer en parlant en tant qu'État. Je pense que vous auriez le temps de poser la question à qui de droit. Mais en tant que société civile, mon analyse est portée sur l'angle du futur mandat. Et nous pensons que tenir une deuxième édition serait véritablement une idée très intéressante. Et nous appuyons donc le gouvernement dans je dirais pas ces travaux d'Hercule, mais sur cette grande vision, parce qu'il faudra se réaliser. Et aujourd'hui, lorsqu'on voit que le management, toute la diplomatie verte de la ministre, est en train de frapper un peu partout, et le monde entier aujourd'hui a pris note qu'il y a un grand rendez-vous en Afrique, notamment au République du Congo, et donc le sommet des trois bassins. Il faut noter, je veux dire qu'on arrive là sur les conclusions éventuellement de la COP 15, où nous avons pris part donc à Montréal au Canada, où éventuellement il a été initié la restauration, la COP 15 de la biodiversité au Canada où nous étions, où il a été retenu éventuellement la restauration des écosystèmes. Et donc, le sommet des trois bassins intègre bien sûr ces recommandations. Même la réunion de Marseille, réunion à laquelle vous avez participé aussi, des éco-maires. C'était toujours sur la continuation éventuellement de la COP 15 de la biodiversité de Montréal. Et donc, les questions ont tous gravité autour de la préservation de la biodiversité, la préservation surtout des écosystèmes forestiers et des tourbières. Est-ce que vous êtes associé, société civile? Bon, je ne pourrais pas aujourd'hui parler au nom de toute la société civile. Je n'ai pas mandat du secrétaire permanent du conseil consultatif de la société civile, dont je salue le dynamisme en passant. Mais je peux dire qu'aujourd'hui, il y a quelques consultations et nous sommes très souvent, je parle des pays d'Afrique, nous sommes très souvent associés dans des réunions techniques et nous apportons éventuellement aussi notre contribution, notre expérience dans ce domaine. Merci beaucoup, monsieur Iguin Kaya.